Aujourd'hui, nous allons parler du cycle des technologies et en particulier du temps nécessaire à la maturité de celle-ci. En ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle avec les exploits d'IBM et de Google dans le jeu de Go par exemple, et le buzzword du moment, c'est le deep learning. Les réseaux de neurones sont à nouveau à la mode puisque le deep learning, c'est une application directe des réseaux de neurones artificiels. Certains commentateurs peu informés présentent ça comme une innovation formidable, et pourtant c'est déjà de l'histoire ancienne. Parmi les différentes techniques employées lors des premiers âges de l'intelligence artificielle, il y avait déjà les réseaux de neurones logiciels et on appelait ça le perceptron. Évidemment, dans les années 60, avec les ressources limitées dont on disposait, il était difficile d'obtenir beaucoup de résultats avec les réseaux de neurones. Aujourd'hui, c'est différent, on a beaucoup plus de ressources, beaucoup moins de barrières et beaucoup plus de résultats. L'échec des expérimentations basées sur le perceptron a déclenché le premier hiver de l'IA dans les années 70. D'autres renaissances et autres déclins ont suivi. Aujourd'hui, il est facile de prévoir que d'ici 2 à 5 ans, les réseaux de neurones, l'utilisation du deep learning ne va pas permettre de tenir les promesses formidables qu'on vous annonce aujourd'hui, et peut-être que ça aboutira à un nouvel et énième hiver de l'IA. Pour illustrer ce phénomène habituel de montée et de descente dans les modes technologiques, je vous propose maintenant de nous pencher sur deux autres exemples significatifs. Le premier de ces deux autres exemples, c'est la nanotechnologie. On en parlait vraiment beaucoup il y a 10 ans avec l'habituel cortège des promesses formidables. Aujourd'hui, on en parle moins. Souvenez-vous, il y a 10 ans et un peu moins, à chaque fois qu'on parlait de nanotechnologie, cela débouchait sur des prévisions absolument fantastiques. On allait pouvoir construire n'importe quoi, on allait pouvoir guérir n'importe quelle maladie, c'était formidable. Mais finalement, on s'est aperçu que pour produire beaucoup de ces nanoparticules, eh bien, c'était difficile. La production de masse, par exemple des nanotubes de carbone, c'était difficile d'arriver à faire plus de quelques kilos. Du coup, maintenant, on en parle moins, mais ça ne veut pas dire que c'est un échec. Ça veut dire que cette technologie est en train de se développer à son propre rythme et c'est une tendance souterraine qui n'attend que le bon moment pour émerger à nouveau. L'autre exemple qui illustre cette montée formidable suivie d'une déception, c'est les biotechnologies. Alors c'est un petit peu plus ancien que la nano, mais ça s'est déroulé à peu près de la même façon. Dans les années 90, tout ce qui est lié aux biotechnologies est appelé à avoir un développement formidable. Et d'ailleurs, le venture capitaliste déverse des millions et des millions sur des centaines de startups avec la perspective de profits formidables. Mais 10 ans plus tard, les premiers bilans sur ce qu'avaient produit ces startups de la biotechnologie est plutôt décevant et à partir de là, les budgets se sont restreints et on est passé d'un espoir formidable à une déception. Mais bien sûr, comme d'habitude, ça ne veut pas dire du tout que les biotechnologies sont des impasses. Ça veut simplement dire qu'il faut leur laisser plus de temps et c'est actuellement une tendance souterraine qui n'attend que le bon moment pour réémerger à nouveau. Et c'est comme ça à chaque fois avec les modes techniques. Au lieu de vous éduquer calmement sur ce que c'est, ce que ça représente et le potentiel, non, on veut faire du sensationnel, on survend et c'est le hype qui domine. J'ai évoqué la nanotechnologie et les biotechnologies, mais en fait, les exemples abondent et on peut remonter assez loin dans le passé pour s'en rendre compte. Par exemple, pendant les années 50, c'est ce qu'on a appelé l'âge atomique. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à utiliser les centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Et pour promouvoir ce mode de production qui en fait favorisait les intérêts militaires, on en a fait la publicité et bien sûr on a exagéré. À ce moment-là, on imaginait
que ce serait une énergie gratuite pour tous dans le futur et qu'il y aurait des mini-centrales nucléaires dans chaque foyer. Et comme d'habitude, un optimisme délirant a caractérisé cette explosion technique avec des projets tous plus fous les uns que les autres, avec des moteurs nucléaires pour alimenter les fusées, les avions. Bien sûr, rien de tout cela n'a débouché. Après les promesses formidables de l'âge atomique, il a fallu réaliser la réalité qui, bien sûr, était bien différente. La réalité, c'est que la production d'électricité par l'énergie nucléaire est très centralisée dans des installations énormes, coûteuses et difficiles à maîtriser. Difficile à maîtriser, c'est même le moins qu'on puisse dire, puisque on a fini par réaliser, à la suite d'accidents successifs, que peut-être finalement c'était pas une si bonne idée que de produire de l'électricité grâce à l'énergie atomique. L'histoire du cycle des technologies et du hype qui l'accompagne, c'est toujours la même chose. On espère trop des nouveautés techniques et on n'attend pas assez pour qu'elles atteignent un niveau de maturité suffisant, satisfaisant pour produire des vrais résultats, des vraies applications. Gardez ça en tête la prochaine fois que vous entendrez des promesses formidables sur la dernière nouveauté à la mode.